Allô, communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui, pour la vidéo de Donjon Dragon de cette semaine, on continue l'exploration du bestiaire, commencé avec Philippe Taillon de Décompte et des dés. Quand on s'est rencontrés pour parler du bestiaire, on a été fidèles à nous-mêmes et on a parlé très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce qu'on a filmé. Dans la vidéo, on va passer type de créature par type de créature pour explorer les changements un peu plus précisément qui ont été apportés au bestiaire, oui, et les nouvelles créatures, ce qu'on a trouvé intéressant, les faits à relever. Donc voilà, deuxième vidéo d'exploration du bestiaire de Donjon Dragon 2024. Je vous dis qu'on commence par, on explore, oui c'est un bestiaire, on explore les créatures, donc on passe type par type de créature, et le premier type dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'on a oublié d'en parler ensemble, moi et Philippe, ce sont les plantes. Plantes, soit en passant, qui n'est pas une catégorie scientifique de plantes, parce qu'elle est grandement composée de fungus qui ne sont pas des plantes. Mais voilà, donc la catégorie plante, qui est pas nécessairement la catégorie à laquelle on pense le plus souvent quand on pense au bestiaire, mais quand même catégorie fort sympathique. Donc, catégorie dans laquelle on rencontre des créatures, justement, fort sympathiques, comme les tramps, mais aussi des créatures totalement horrifiques. Dans les nouveautés, dans la catégorie, on retrouve en fait une grande multiplicité. Donc, on a créé de nouveaux blights, de nouveaux types de blights. Donc, la catégorie est devenue plus large, comme les Gold TS Blight, qui est inspirée par l'histoire d'origine des blights. Donc, grosso modo, comment ont été créées ces petites créatures de bois qui nous courent après. Donc, c'est un arbre, en fait, qui aurait poussé à travers un pieu planté dans le cœur d'un vampire, se nommant Goltias, d'où le nom de la créature. Et donc, de cet arbre sont apparus les Twig Blights. Et donc, dans cette édition, l'édition du bestiaire 2024, l'arbre lui-même est devenu une créature qu'on peut mettre dans les aventures. Et c'est la créature, là, l'apex, la créature épique de sa catégorie. Donc, toutes les Blights considèrent toutes des autres créatures, comme des serviteurs ou éventuellement de l'engrais pour la corruption des Blights. Dans une autre nouvelle créature, la catégorie plante, en fait, c'est le Violet Fungus Necrohulk. Donc, ça le dit, c'est un très gros fungus violet. Donc, on comprend que c'est pas la créature la plus gentille non plus. Donc, cette créature se forme lorsqu'une colonie de champignons violets infeste un grand tas de pourriture. Donc, ça semble très inspirant. Donc, ça peut être dans une ruelle où il y a beaucoup de vidange, autant que dans des égouts, que dans une bête qui est en décomposition dans la forêt, une bête géante qui se décompose et donc les fungus naissent de ça. Donc, une très grande créature composée de plusieurs fungus violets. Elle attaque ses proies et répand des spores fongiques pour agrandir la colonie. Donc, des habiletés supplémentaires aussi. Les habiletés aussi du Shambling Mound, donc un classique de la catégorie, ont été raffinées pour rendre la créature plus puissante. Historiquement, le Shambling Mound peut être créé, entre autres, par un éclair magique, mais il y avait rien par rapport à la créature vraiment qui était faite de cette information-là. Donc, la créature a maintenant un trait qui se déclenche lorsqu'elle est sujette à recevoir des dommages d'éclairs, et la créature peut aussi faire des dommages d'éclairs. Donc, c'est entre autres des petits changements qui ont été faits dans la catégorie. Donc, je vous laisse filer avec toutes les autres catégories de monstres du bestiaire, en fond, dans la conversation que j'ai entretenue avec Philippe Taillon, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à en parler. Fait que bon, on s'entend, là, on fait une vidéo sur un bestiaire, fait qu'on va parler un peu de créatures, un peu plus, justement, concrètement. Fait qu'on va y aller un peu, justement, c'est beaucoup, même si c'est classé en ordre alphabétique, on
traite beaucoup des types de créatures, du moins les designers ont beaucoup fonctionné en pensant aux types de créatures. Ouais. Fait qu'on va fonctionner comme ça, nous autres aussi. Donc, on va commencer par la catégorie des beasts, des bêtes. À quoi elles ressemblent maintenant, Philippe? Les bêtes, c'est pas mal ceux que sont les plus faciles à retrouver parce que eux, c'est les seuls qui ont vraiment un morceau à la fin. Il y a plusieurs qui ont été modifiés ou, comme on peut dire, revampés, pimpés, améliorés. Ils ont opté pour condenser en type plutôt que de nommer toutes les bêtes possibles. C'est parce qu'il y avait des livres, des fois, qui allaient loin, loin, loin sur le niveau des bêtes. Par exemple, ils suggèrent d'utiliser le lion des montagnes comme base pour une panthère. Puis je crois que les animaux, outre peut-être les dinosaures, sont moins peut-être utilisés dans les campagnes avec peu de thématiques survie. Alors, ils ont fait un petit ménage. Ils en ont comme... Ils ont refait des grandes familles, on va dire ça de même, là. Mais tout de même, c'est 25 pages à la fin, avec presque 4 animaux par page qui sont présentés. Fait qu'il y a de quoi aller chercher quand même au niveau des beasts. Parce que, tu sais, les beasts, c'est bête. Ça, c'est sûr qu'ils ont l'intelligence vraiment inférieure, 3 et moins, si je me souviens bien, qui sont considérés comme vraiment des créatures, des animaux, finalement. Ça, c'est des bêtes ou autres. Il n'y a plus de monstres avec des possibilités qui ont le statut vraiment beast, autre ceux, là. C'est vraiment rendu plus dans... Quand tu rencontres un beast, tu sais que c'est animal à la base. Peut-être Oui, plus c'est tard, ils ça. vont nous remettre des animaux éveillés ou des affaires du genre, mais là, ils vont peut-être changer de catégorie. Oh, peut-être qu'on va en parler plus tard. Mhm. Ben, justement, les créatures célestes, haute catégorie, sont des créatures, on s'entend là, globalement, qui proviennent des plans supérieurs. Donc, dans les plans extérieurs, donc ceux qui ont une notion de bien ou de bonté, là, appelez ça comme vous voulez. C'est les plans supérieurs, et donc les créatures célestes, c'est celles qui proviennent de ces plans-là. Les animaux géants sensibles, justement, donc qui étaient souvent classés dans les bêtes. Donc, quand je dis des animaux géants sensibles, là, c'est dotés de raison ou pouvant parler. Donc, qui ont un intellect, qui sont capables de logique avancée, là, sont rendus des célestes parce qu'on considère que ils viennent principalement tous du plan du Beastland, donc la terre des bêtes, là, qui est, je veux dire, juste à côté, tu sais, très, 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 très bon et un peu chaotique, là. Mais donc, c'est ça, les bêtes sentientes, là, qui savent parler, qui sont dotées de raison, vont être des célestes. Les animaux... Oui, Voir ta vidéo sur la cosmologie. oui, puis éventuellement, là, quelque part en mai, en juin, il devrait en sortir une sur les plans supérieurs, là. Ouais, j'annonce ça d'avance. Pas que mon horaire est fait jusqu'à cet été, mais presque. Donc, les animaux géants, qui ne sont que ça, là, des animaux géants, sont encore, eux, catégorisés comme des bêtes. Donc, s'il peut pas te parler, là, si c'est un aigle géant, mettons, puis il va te croquer comme un aigle le ferait, c'est une bête. Donc, les sphinx sont devenus des créatures célestes aussi, sont plus des monstruosités. Donc, c'est pas juste les bêtes qui ont changé de place. Il y a une plus grande diversité aussi dans cette catégorie de créatures, là. Donc, les célestes en général, il y a plus de diversité. C'est plus juste des anges puis des licornes. Donc, on voit plus de choses, là. On sort un peu de l'image de la religion, presque, on pourrait dire, de la religion un peu catholique, là. Aussi, les Empyreans, c'est des créatures célestes ou Fiend. C'est moins compliqué pour moi. Fielon. Donc, parce que dans le fond, c'est les Empyreans, c'est des descendants directs des dieux, mais les dieux ne sont pas tous bons. Il y a des dieux qui viennent aussi des plans inférieurs. Donc, c'est logique que ces créatures-là peuvent aussi être provenant des plans inférieurs, donc si on les Fielons. Donc, il y a aussi, dans le même ordre d'idée, un spectre de challenge rating beaucoup plus grand maintenant parmi les célestes. Justement, c'est une campagne qui utilise ça. Avant, on était beaucoup plus restreint. Maintenant, il y a une beaucoup plus grande variété. Et il faut garder en tête que c'est pas parce qu'ils viennent des plans supérieurs que tous les célestes sont nécessairement bons. Certains sont neutres,
mais c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont pas tous gentils. Ils vont pas tous être gentils envers le groupe d'aventuriers. Des fois, il y a une conception du bien qui est beaucoup plus large que la simple vie mortelle de votre aventurier. Peut-être qu'il est un grain de sable dans un grand plan beaucoup plus grand qu'eux. Donc, les alignements, en fait, les intentions vont pas tout le temps correspondre. Et donc, on peut avoir des célestes qui vont être des ennemis dans une campagne. Parce que les intentions ne correspondent pas entre le plan universel vu par les célestes et les dieux et le groupe d'aventuriers qui veut survivre. Donc, il y a des trucs comme ça qui ont été mis dans le livre du maître, justement, pour mieux intégrer des célestes et les rendre un peu comme des adversaires dans vos campagnes. Puis aussi, on le voit pour les célestes puis d'autres types de créatures, on en a un peu parlé tantôt, là, comme je vous ai dit, là, plusieurs créatures, en fait, ne meurent pas, rendues à 0 point de vie. Puis il y en a quand même quelques-unes dans les célestes, là. Ouais. Et maintenant, c'est vraiment indiqué dans le stat block. C'était souvent oublié. Et là, on s'arrange pour que ça ne soit pas oublié. Si la créature, son esprit disparaît, mais revient pour en faire un ennemi qui vous pourchasse, on s'arrange pour que le maître de jeu le voit bien. Sinon, Phil, à quoi ça ressemble du côté des constructs? Pour les constructs, les constructions, ils ont rassemblé pas mal des objets animés ensemble. Il y a des ajouts aussi qui ont été faits comme le Brazen Gorgon, qui est une gorgone qui est comme genre vraiment enflammée et autres. Il y a la gorgone standard, mais il y a elle de plus. Le Colossus, qui est rendu maintenant l'apex des constructions, qui est comme une construction qui dépasse, qui est genre haute de 4 ou 5 maisons. On le voit, tu sais, c'est comme, c'est l'équivalent un peu des, je pense, un petit clin d'œil peut-être aux Warforged Titans dans Eberron. Sauf que ceux-là, c'est comme des golems ancestraux. Puis il y a plusieurs manières de le mettre à votre saveur. Amateur de Modron, en PP entre autres, que je sais qu'il n'arrête pas de parler de ces motadines de Modron. Que j'ai jamais compris. Il les aime. Ils sont cool, les Modrons. Ouais, je sais, mais ils savent quoi, à part la fameuse marche mystérieuse des Modrons. Fait que c'est ça, eux, les Modrons, avant, c'était comme dans une espèce de catégorie étrange, genre, c'est-tu une construction, c'est-tu un céleste, parce que ça venait de Mécanus. Là, c'est une construction. Puis vous serez satisfait que maintenant, il y a 5 types de Modrons disponibles. Ils ont aussi fait en sorte que plusieurs des adversaires qui n'avaient que des attaques de mêlée dans les constructions ont une attaque à distance pour empêcher quelques abus de stratégie. D'Arakocra, Sunsoul niveau 4 avec un arc. Côté dragon, parlant de choses qui n'est pas neutre, donc les dragons, les designers du jeu, bon, Jerry Crawford, pour nommer lui entre autres. Donc, les designers disent que les dragons ont été le focus de travail du bestiaire depuis le début. Donc, ils ont voulu vraiment focusser sur eux. Donc, leurs capacités ont été revues. Principalement, les adultes, les anciens, ont des capacités de lancer des sorts, comme j'ai dit tantôt. Les kobolds, je l'ai dit aussi, sont maintenant rendus des dragons. Il y a beaucoup, en fait, ça va revenir, là, beaucoup de créatures qui ne sont plus humanoïdes, comme les kobolds, et ça a des effets mécaniques. Old Person, Charm Person ne fonctionne plus sur eux, donc vous ne ferez plus Old Person, un kobold, ce n'est plus un humanoïde. Sinon, les dragons ont plus de capacités tactiques qu'avant. Donc, on leur a enlevé vraiment leur action de repère. Là, on leur a donné une action légendaire de plus, mais on leur a enlevé leur action de repère. Mais quand même, ils ont un côté tactique quand même mieux développé. Ils sont plus versatiles, encore là, surtout les adultes et les anciens. Et les personnalités des dragons vont vraiment transpirer à travers leurs capacités. Donc, on voit vraiment là, dans les choses qu'ils peuvent faire, les sorts qui sont donnés, les attaques qu'ils font, les actions légendaires. Là, le dragon bleu et le dragon noir ne font pas les mêmes choses. Donc, c'est vraiment, je trouve qu'on a vraiment réfléchi les dragons. Encore une fois, on n'a pas juste pris un template, là, une grille en français, là, puis qu'on a juste mis des couleurs. Là, on a vraiment travaillé indépendamment chacun des dragons.
Des accroches ont aussi été données pour les dragons métalliques pour mieux les intégrer dans les parties, comme ils ont tendance à être plus gentils, à vouloir plus souvent aider l'humanité ou les humanoïdes, là, sans dire les humains. On a mis quand même des accroches pour les intégrer plus facilement dans les histoires. Et pourquoi aussi certains d'entre eux pourraient peut-être être un adversaire temporaire. Aussi. Encore là, un dragon vit des millénaires, là. Donc peut-être que l'enjeu que vivent vos groupes d'aventuriers ne correspond pas du tout à lui, l'enjeu qu'il essaie de régler. Donc voilà. Sinon, les dragons, ça crache du feu, ça crache de l'acide, ça crache du froid. Quelque chose à présenter concernant les élémentaires, Phil. Oui. Ben oui, c'est une belle transition, tout en glissade d'eau. Il y a plusieurs structurations au niveau des éléments, les élémentaux. Les races et peuples qui étaient liés à un élément, les folk, il y avait plusieurs water folk, mid folk, c'est ça, ont tous été regroupés avec les élémentaux. Avant, c'était comme, encore une fois, des humanoïdes ou des affaires qui avaient un trait humanoïde avec une parenthèse, ben là, maintenant, c'est rendu des élémentaux. Comme pour plusieurs autres catégories, justement, des humanoïdes sont devenus élémentaires, comme les Aarakocra et les hommes lézards, que ça, j'ai fait ah oui, ça fait du sens. Surtout pour les Aarakocra, les hommes lézards, hein, c'est comme... Oui, dans le fond, c'est le peuple de la Terre. De la Terre, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils sont rendus plus... ils ont essayé de mettre un espèce de côté chamanique ou autre lié à la Terre. Ils ont changé, fait que les hommes lézards, je vous dis tout de suite, ils ont quand même changé beaucoup pour refléter ça. Ils ont également ajouté des nouveaux Hazers, les fameux, l'équivalent des nains, mais avec de la peau de cuivre puis des barbes de feu. Le merfolk et les salamandes qui ne cachent pas non plus leur désir de vous enfumer. Les génies ont aussi été redéfinis et redessinés. Ils ont mis beaucoup de variété au niveau de la représentation corporelle, je trouve, à travers les génies. Si on regarde les vieilles éditions, là, mettons 2 éditions, là, c'était toutes des personnes maigres, belles et tout. Mais là, ils ont comme ils prennent une apparence qui ressemble plus à leur élément, je devrais dire, à ce niveau-là. Puis aussi, chaque folk, qui est, autrement dit, un peuple qui est lié aux éléments, possède maintenant 2 voire 3 variantes pour permettre justement de plus les introduire. Finalement, la créature apex de cette catégorie est l'élémental cataclysme, elemental cataclysme élémentaire. Une sorte d'hydre / Tiamat avec des têtes d'éléments provenant du chaos élémentaire. Ça va peut-être titiller quelques oreilles qui se rappellent des vieux modules avec Taris Dun et tout ça. Donc, une quête pour faire revivre le Elemental Evil, peut-être. Mais bon, moi, quand j'ai vu ça au début, là, sans toutes le fluff, sans toutes puis à le regarder, ça fait genre, écoute, ça mange quoi en hiver, un Elemental Cataclysme? Mais dans le fond, le chaos élémentaire, pour ceux qui s'intéressent un peu à la cosmologie, là, dans le fond, les plans élémentaires, plus sont proches des plans matériels dans la grande roue, plus sont structurés, plus vont ressembler à quelque chose qu'un humanoïde, que nos aventuriers sont capables de tolérer. Et plus on s'éloigne, plus on va vers l'extérieur du cercle, plus ça devient le chaos, justement. Puis là, c'est les éléments purs. Donc, l'élémental cataclysme viendrait de ces endroits-là, d'éléments purs où on ne peut survivre en tant que héros humanoïde, là. Puis aussi, j'ai écouté une vidéo avec les designers qui parlaient justement des dessins qui ont été faits d'implantation, puis ils disaient dans le fond que le chaos élémentaire peut être n'importe quoi. Dans les premiers dessins, en fait, qu'ils ont fait, c'était une tornade avec tous les éléments entremêlés. Puis finalement, ils ont pris une forme qui, justement, est une espèce de Tiamat, là. Merci. Qui, dans le fond, les têtes, c'est les têtes des 4 apex élémentaux sortis dans un livre précédent. Ça doit être le livre de Mordekainen, je pense. Donc, par exemple, la tête du feu, c'est une tête de phénix. Donc, je sais pas par cœur c'est qui les autres apex, les éléments, là, mais chaque tête représente les apex comme ça. Donc, grosso modo, c'est une force de la nature pure. Et vous l'intérêt, vous voulez, des fois, ils disent, ben dans le fond,
C'est un désastre écologique ambulant. Des fois, tu combats pas. Tu fais juste essayer de l'orienter vers quelque part d'autre ou tu dis après que ça soit passé, la vie va renaître. Fait que vers où tu peux l'envoyer pour que ça soit... Fait qu'il y avait beaucoup cette notion-là de, ben, tu peux faire autre chose que la battre. Ça peut faire être l'enjeu de votre campagne de comment qu'on la gère, cette chose-là qui est totalement neutre. Là, on s'entend que ça n'a pas de volonté de bien ou de mal. Là. C'est Parce que c'est ce qui dit qu'après son passage, oui, il y a la destruction, mais il y a aussi une nouvelle forme de vie qui peut apparaître ou quelque chose de nouveau. Ça peut créer des montagnes qui vont être pleines de minéraux. Ça peut faire. C'est ça qui dit. C'est comme. C'est un élémental. C'est élémental, puis c'est un cataclysme, mais un cataclysme, des fois, ça peut apporter une renaissance. Oui. Puis un dirigeant peut dire, moi, je veux que ça passe pas sur ma ville, mais proche, pour nous donner plein d'autres ressources après. Pour avoir des campagnes un peu malveillantes comme ça. Sinon, autre catégorie, les géants. En 2014, le gros problème des géants, c'était qu'ils étaient beaucoup moins difficiles que leur challenge rating. Une fois qu'ils avaient fait leur attaque à distance, là, il y avait comme des grosses roches qu'ils pouvaient lancer. Une fois que ça s'était fait, ultimement, il était relativement facile à vaincre. Donc maintenant, ils sont beaucoup mieux balancés, voire beaucoup plus difficiles, beaucoup plus forts qu'avant. Et leurs éléments caractéristiques, feu, nuages, etc., là, vont être mieux intégrés aussi dans leur capacité. Donc, dans la catégorie géant, on a aussi les cyclopes, les trolls, et on a ajouté plusieurs types surtout des cyclopes, là. Donc, l'idée, c'est d'offrir plus de possibilités, des meilleures adaptabilités pour les besoins dans les parties. Par exemple, il y a un cyclope qui est capable de lancer des sorts, qui peut être là pour accompagner le cyclope qui est plus guerrier. Donc, ça peut varier aussi la dynamique des combats. L'ogre, qui est un classique de sac à poing. Donc, c'est un gros ennemi qui tape fort puis que faut le taper longtemps pour qu'il meure. C'est pas mal ça, le principe d'un ogre. Donc, c'est un peu le intro to giant, là, donc le géant 101, que c'est un des premiers qu'on peut voir dans une campagne. Mais là, se sont vraiment assurés de le différencier davantage des autres géants. Le hill giant, le cyclope. Donc, avant, il y avait toutes les mêmes armes. Il y avait tout un great club. Puis, ils faisaient toutes sensiblement les mêmes choses. Donc là, ils se sont vraiment arrangés pour que chacun ait une personnalité différente qui se reflète dans la créature. Donc, c'est un détail, là. Mais le géant des collines, maintenant, il y a un tree club. Il n'y a plus un great club. Il se bat avec un tronc d'arbre parce que c'est un géant. Ce qui correspond mieux à sa personnalité. Un peu épaisse, mais il a pogné un arbre puis il se bat avec. L'ogre, lui, a encore un great club, un javelin, le classique. Et le cyclope, lui, a un stone club au lieu du great club, donc un gros bâton de roche, encore là, comparativement à la même arme qu'a l'ogre. Donc, on peut voir une mise à jour, la personnalisation des armes, des géants aussi, le géant de feu, géant des nuages et tout. Là, donc, on a personnalisé leurs armes, puis on laisse tomber les grosses roches pour avoir des attaques beaucoup plus personnalisées. Le manuel de 2014 avait une option pour les trolls. On en a parlé un peu en début de vidéo, là, que s'il perdait un membre, le nouveau troll pouvait, un nouveau troll, oui, pouvait se générer à partir de ce membre-là. Donc, ça venait vraiment des mythes et légendes là, populaires. L'idée du troll, et ça fait partie des mythes et légendes. Donc, ils l'ont remis, mais là, c'est plus une option, ça fait vraiment partie des traits du personnage. Donc, cette option-là se nomme le Loathsome Limbs, et c'est vraiment intégré au monstre maintenant. Et ça rajoute un peu de body horror, là, donc votre guerrier tranche un bras, et finalement, le bras se met à bouger, et avec le temps, un troll émane. Ça peut être un peu dégueulasse, là, j'imagine très bien Pépé décrire ce qui se passe. Mais voilà, donc ça ajoute encore là de la personnalité au troll que les autres géants n'ont pas. Ou faire un petit peu d'humour, comme dans Baldur's Gate 2, dans le château de Firkrag, qui avait un troll qui était au service d'orques, d'orogues et en tout cas, bref, de plusieurs monstres. Puis lui, c'était le chef cuisinier. Puis le boss qu'il aimait, c'était la saucisse de troll. Il coupait ses doigts, puis il faisait griller sur une grille. Puis il dit, le chef, il aime toujours ça. Puis tu pouvais même y parler pour lui dire, il dévoilait cette magnifique recette. Puis tu pouvais faire juste arc, puis tu te battais.
Wow, ça aurait été mon genre. Ah, ben, c'est Baldur's Gate 2, là, ça finissait pas mal tout le temps en combat, les dialogues Oui, avec les monstres. ouais. Mais donc, parlant de choses monstrueuses comme ça, de se couper des membres puis de les donner à manger à du monde, qu'en est-il des types de créatures, les monstruosités? On s'entend à la seule classique, là, créature avec un challenge rating de 30 dans Donjon Dragon actuellement, là, donc la plus haute, créature la plus difficile encore, c'est le Tarasque, qui est une monstruosité. Donc, ça ressemble à quoi, cette catégorie-là? Comme on parlait, ils ont retouché beaucoup de catégories, dont la monstruosité. Ils en ont enlevé puis ils en ont ajouté beaucoup dans cette catégorie-là, pas autant qu'une autre qu'on va parler plus tard. Là, mais plusieurs ont été changés de catégorie. Par exemple, il y en a qui sont devenus des aberrations ou que des aberrations sont devenues des monstruosités, mais c'est surtout l'inverse. Mais plusieurs ont été ajoutés venant de l'ancienne catégorie, un peu trop fourre-tout des humanoïdes. Ouais. Par exemple, comme on avait dit tantôt, les lycanthropes sont maintenant des monstruosités. T'as même que les UNT aussi. Avant, c'était comme genre des humanoïdes, mais bon. Humanoïdes slash Surtout quand ils n'ont pas de monstruosité. jambes, mais bon. Ben, c'est ça, exactement. Il y en avait des humanoïdes, il y en avait des pas, en tout cas. Là, c'est rendu toutes des monstruosités. Ils semblent vouloir faire en sorte que la catégorie représente les monstres qui ont été faits avec des morceaux de casse-tête slash morceaux d'autres créatures. Ou bien l'ancienne excluse, un magicien l'a fait. A wizard did it. C'est comme, autrement dit, si c'est une créature qui a maintenant, il y a très longtemps, il y avait une vieille catégorie qui avait appelé les Magic Creatures, mais que dans les Magic Creatures, t'en avais genre 5, là, des gorgones, des affaires de genre, mais là, maintenant, ils ont tout, ça a disparu, puis beaucoup, c'est rendu des monstruosités. Parce qu'après tout, les aberrations, pour les différencier des aberrations, c'est des monstres qui sortent de notre réalité qu'on ne peut comprendre, alors que les monstruosités, ben, c'est nos créatures du docteur Frankenstein. T'as joué avec, la nature a fait une aberration, je dirais une créature aberrante. On utilise le mot aberrante là, en français, mais c'est dans le sens que genre, ben, c'est pas une aberration à proprement parler, c'est une monstruosité. Sinon, petit ajout un petit peu mignon qui peut t'arracher un bras. La boulette a maintenant un stat block pour son petit, un bullet pop. Je suppose que ceux qui jouent à Marvel Rival vont voir un mini Jeff là-dedans qui peut dévorer tout le monde. Sinon, Libourse, Oursibou, Albert, tout dépendant comment vous aimez ça l'appeler, a maintenant une forme primitive, donc un Albert avec un challenge rating un peu plus élevé, ce qui est quand même assez intéressant. Et les Stierges, qu'on détestait, ont aussi une nuée dorénavant. Donc, ça fait en sorte que ça peut devenir dangereux un peu. Puis, ça avait été touché un petit peu parce que je me rappelle que Félix Antoine en avait parlé il en avait écrit une dans Stormwreck Isle. C'était comme genre des nids de Stierges. Mais vu que la swarm n'existait pas, il avait juste dit il fallait que tu en envoies plusieurs. Mais là, maintenant, il y a une swarm de ça. Ça doit pas être très, très agréable. Aussi, la Tarasque a maintenant plusieurs surprises pour contrer les petits combos étranges qu'on trouvait sur les forums et sur Internet. Fait que je veux pas trop spoiler, là, mais il y a des petites affaires maintenant qui ont été changées. Il va falloir changer vos combos. Ouais, c'est ça. Sinon, on passe aux fées. Donc, tout ce qui est associé logiquement là, au Feywild, que ce soit qui sont originaires, que c'est un héritage ou qui ont été créés par la magie du Feywild. Donc, on a les classiques hags, donc les espèces de vieilles sorcières, tous les goblinoïdes, maintenant, sont dans la catégorie des fées, parce que moi, c'est un truc que je savais pas au début, mais maintenant je sais. Le Feywild, c'est pas juste gentil et beau, là. C'est pas juste des fleurs et des arcs-en-ciel, là. C'est juste tout est au volume 11. Tout est vraiment craqué dans le prelat, tu sais. Tout ce qui est émotif. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a des fées qui sont très pas fines. Là. Donc, donc, c'est ça. Donc, on a les classiques hags, les goblinoïdes maintenant sont tous là. Le changement apparaît aussi dans leurs stats pour les goblinoïdes. Là. On reflète un peu plus la magie du Feywild. Là. C'est le retour aussi du gobelin mignon. Donc, qu'on avait dans la 4e édition, là, qu'on peut mettre une tonne, qui n'ont pas beaucoup de points de vie, mais ça fait quand même des actions et des petites créatures qui nous tapent dessus. Donc, j'aurais pris d'autres créatures avec des minions. Des kobolds avec des minions, entre autres. Là. Mais bon, je vais me contenter des gobelins pour le moment. Je suis quand même contente qu'ils soient là. Les wards sont rendus dans les fées.
parce qu'ils viennent du Feywild à l'origine. Les Bullywug sont aussi rendus là. C'est plus des humanoïdes. Donc, l'intention là de l'équipe de design du jeu, c'était aussi d'intégrer éventuellement des espèces jouables qui ne seraient pas des humanoïdes. Donc là, ils font par le bestiaire, de reclasser, d'enlever des choses des humanoïdes. Mais l'intention, ils disent vraiment, c'est, dans le fond, un humanoïde, c'est des créatures qui ont intelligentes, là, sentientes, là, logiques, qui ont passé vraiment beaucoup de temps là dans le plan matériel et qui, maintenant, leur conception du monde fonctionne comme ça. Ce qui explique pourquoi les guides, toutes les guides, en fait, ne sont pas des humanoïdes. Mais ils disent rien n'empêche éventuellement de faire un guide qui est un humanoïde s'il passe, si une communauté de guides avait passé des générations dans les plans matériels, comme éventuellement, ben on pourrait faire des elfes qui sont des fées et non pas juste des humanoïdes présentement. Donc, ils jonglent, ils réfléchissent à l'idée présentement d'intégrer de nouvelles espèces jouables, mais qui viennent d'autres types de créatures, et ça a un effet, comme on dit, mécanique avec les sorts, puis aussi ben, dans les habiletés qui seraient différentes. Puis ils disent, au-delà de ça, c'est la conception du monde, de la réalité qui est totalement différente. Donc, c'est un peu mon explication aussi de pourquoi ils ont éclaté la catégorie humanoïde comme ça, parce que fondamentalement, ils disent, ce n'est pas nécessairement des créatures qui réfléchissent et fonctionnent comme la logique du plan matériel le voudrait. Sinon, dans les créatures des fées, celle qui capte le plus l'attention, c'est la nouvelle Arch-Hag, donc l'archi-sorcière, on pourrait dire. Là. Les archi-sorcières sont imprévisibles, sont égoïstes, sont avides, ils ont une fascination pour des choses un peu bizarres. Un peu un classique sorcière, là, ils vont faire ils vont marchander, faire des deals, des contrats avec les personnes. Mais sachez que si vous les mettez à dos, c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Donc, toutes les archi-sorcières possèdent une faiblesse unique liée à une rencontre, peu importe pourquoi, là, ils ont une faiblesse unique, un objet, dans le fond, lié à cette faiblesse-là. Ça peut être des dents de bébé elfe, ça peut être, je sais pas moi, du poil d'oursibou, là, peu importe. Mais si cette chose-là, liée à la sorcière, est pas présent quand elle se fait physiquement blesser, là, elle ne peut pas être détruite. Même si vous l'amenez à 0 point de vie, elle va réapparaître quelque part d'autre et elle va vous poursuivre. Et elle peut aussi vous mettre des malédictions, gâcher votre vie un moyen temps, sont extrêmement fortes. Donc, je suis très curieuse, en fait, de voir quel genre de campagne pourrait être faite autour de ces sorcières-là et comment on peut gâcher la vie des joueurs avec ces archi-sorcières-là. C'est même quasiment, tu sais, il y a quelque chose aussi que si je me souviens bien, si tu les vainques, mais que tu les tues pas avec, parce que tu n'as pas ton objet, il y a aussi des malédictions qui s'enclenchent. Oui. Ils peuvent te trouver n'importe où, n'importe quand, peuvent jouer ton affection, ta mémoire. C'est assez impressionnant. Tu sais, ça demandait, ça pourrait-tu même faire une campagne qui commence comme ça? Tu sais, les joueurs, ils viennent d'exécuter une archi-sorcière, puis après ça, il faut qu'ils remontent le fil de leurs souvenirs, puis qu'ils essaient de trouver une méthode de se défaire de cette malédiction-là, puis après ça, d'aller la vaincre pour de bon, puis bref, il y a de quoi à faire, là. Oui, je les trouve vraiment inspirantes comme créatures. Ouais. Sinon, ben... il nous en reste pas beaucoup, mais les Undead, ça ressemble à quoi? Les Undead. Les morts vivants, ça a toujours été un peu les poster boys de D&D, tu sais, outre les fielons, comme j'ai dit. C'est généralement les adversaires que tu peux être certain que tu vas en venir au coup ou que tu peux facilement juger la morale qui est défaillante. Tu peux avoir une conversation avec un mort-vivant qui est intelligent, mais c'est rare que tu vas dire « T'as raison » à la fin de cette... ça. Le zombie est tellement songé. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs changements comme les vampires qui ont grandi leur famille. Tu sais, comme on a dit tantôt, il y a plusieurs challenge ratings. Puis, entre autres, il y a même un humanoïde serviteur pour aller faire ses trucs
le jour. Manfred est maintenant un stade bloc maintenant. Le Death Knight, il y a maintenant des aspirants. C'est comme l'équivalent d'un Death Knight, mais plus bas au niveau de la difficulté du CR. Fait que ça fait en sorte que tu peux avoir un peu le feeling du Death Knight, mais tu sais, sans avoir le gros stat block qui est comme genre challenge rating 16 ou 17. Puis ça peut faire aussi, par contre, que le Death Knight, qui est maintenant, tu sais, qui est supposé être un marshal des morts vivants, là, tu sais, ben, t'es pas obligé de l'entourer de squelettes puis de zombies. Parce que quand t'es rendu à affronter un chevalier de la mort qui est niveau, tu sais, qui a un challenge rating aussi élevé, des squelettes puis des zombies, bof, ça dure pas longtemps. Ils ont décidé d'ajouter comme cette petite troupe qui le suit autour qui peut être très menaçante. Il y a aussi des squelettes en feu qui explosent, des revenants qui peuvent prendre la forme d'un cimetière complet, voire même d'une maison entière, parce que maintenant, il y a 3 catégories de revenants. Bref, il y a beaucoup de changements puis de nouveaux. Un des gros changements, c'est la liche. Ils ont retiré probablement le terme phylactère qui est emprunté d'une religion pour genre d'esprit ou genre spirituel, c'est en traduction libre, sinon spirit jar. Ils suggèrent même des formes que peut prendre la genre, comme une boîte à puzzle ou le crâne du mentor de la liche. Comme genre, merci maître. Vous allez maintenant me servir des réceptacles. Depuis, le stat block a été revu. J'ignore si tu avais déjà vu le stat block de Vecna qu'ils ont mis sur D&D Beyond, qui a été publié il y a 2 ou 3 ans avec l'aventure niveau 20 qui était genre Don't Say His Name, si je me souviens bien, Don't Say Vecna. J'y vois énormément de similitudes, mais ajusté pour un CR plus bas. Une réaction pour faire un shield ou un contresort, des actions légendaires de téléportation qui infligent des dégâts, une manière de briser la vie elle-même en faisant des dégâts, un Eldritch Burst maintenant, tu sais, qui fait vraiment dangereux aussi. Tu sais, il n'y a plus juste une petite attaque de griffe ou un sort, tu sais, maintenant il peut faire une sorte de un burst autour de lui, puis il peut même le faire plusieurs fois dans un tour. C'est assez dangereux. Bref, la liche, maintenant, est rendue avec un beau challenge rating de 21 dorénavant. Puis il l'habite bien. Surtout que c'est un. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est un des rares. On a feuilleté un peu tantôt là, que lui, il y a vraiment encore des actions de l'air ou d'environnement. Il y en a un que c'est dans les zones qui entourent le lair de la liche. Il peut faire de la clairvoyance, il peut faire des regarder. Puis il y en a un autre, je me souviens bien, détecte la vie. Ouais, mais aussi tu meurs dans un rayon autour du lair de la liche, elle vole ton esprit. Fait qu'on peut pas te ressusciter. Ouais. Non, c'est ça, c'est une des rares que je vais être. Oh, lui, il y a quelque chose. Lui, ils ont gardé quelque chose. Ouais, non, c'est en tout cas. Belle. Ça demandé, y a-t-il quelque chose de prévu avec une liche qui n'est pas une archi-liche, on s'entend, dans le futur? À suivre. Oh. Oui, donc plein de possibilités encore. Là. Oui. Ouais. Sinon, les aberrations, catégorie qui englobe les créatures qui viennent en général du Far Realm. Donc, c'est plus loin là, que la Great Wheel. Là, donc, c'est même pas les plans habituels là, dont on parle. Les aberrations, en général, sont un danger pour carrément la stabilité du multivers. C'est des créatures qui sont tellement aliens que la plupart des esprits mortels peuvent pas comprendre ce qui se passe dans le Far Realm. Donc, c'est là qu'il y a comme les Great Old Ones puis les espèces de vieilles entités comme ça. Donc, les créatures, les aberrations sont celles soit qui viennent de là, qui sont d'origine lointaine du Far Realms, qui ont été affectées par ça. Donc, les Githyanki, les Githzerai, à cause des modifications, des expérimentations, des Mind Flayers, sont rendus des aberrations parce qu'ils ont été vraiment affectés par les créatures du Far Realms. En général, les aberrations sont vues aussi comme des ennemis des dieux. Donc, c'est pas des créatures qui sont méchantes en soi. C'est pour ça, des fois, que je trouve que la grille là, je vais dire d'orientation, mais c'est pas ça, là. Mais des alignements est un peu de base, là, parce que les aberrations, c'est que leur conception du monde est totalement autre. Tu sais, pour eux, bien, mal, c'est pas ce qu'on conçoit, là. Tu sais, dire qu'un builder est méchant, c'est pas comme dire qu'un démon, un diable est méchant. C'est pas la même conception du mal. Donc, pour eux, en général, les aberrations sont vues comme les ennemis des dieux parce que les aberrations se voient eux-mêmes comme l'égal des dieux.
leur dieu à eux, là, c'est beyond gods, là. Donc, pour eux, tout est plus grand, puis ils se voient puissants comme les dieux des humanoïdes et des gens du plan matériel. Donc, on est des crottes de nez à effacer pour eux, là. Il y a, tu sais, les Mind Flayers partagent un peu un esprit unique, kind of, là. On s'entend, il y a des rogue Mind Flayers qui prouvent, encore là, la règle de l'exception. Mais pour que ça soit significatif qu'un Mind Flayer soit différent des autres de la masse, le fait que ça soit notable, c'est la preuve que les Mind Flayers sont définitivement différents de nous. Pas dire que mon aventurier est différent d'un autre aventurier, c'est juste normal. Donc, c'est montrer que la conception même de ces créatures-là est fondamentalement différente de celle du plan matériel. Donc, les stats aussi, si on parle un peu statistique là, du Beholder, ont été revus afin qu'en moyenne, les rayons oculaires du tire-à-l'œil là, soient plus représentatifs du challenge rating de la créature. Des fois, la plupart du temps, on les roule aléatoirement, là, les effets des rayons oculaires. Des fois, ça peut être décevant. Des fois, ça peut être un peu faible pour le challenge rating. Maintenant, ça a été revu pour que, en moyenne, ça soit vraiment représentatif du niveau de la difficulté de la créature. Parce que c'est ça, le Beholder. Si vous avez déjà masterisé un Beholder ou affronté un Beholder, c'est parce qu'en théorie, il faut rouler aléatoirement les yeux. Puis ça peut arriver que le maître de jeu roule des yeux qui font pas tant de dégâts que ça, puis ça peut passer vite. C'est ça. Ouais, c'est comme genre, ça se posait être une créature qui fait vraiment peur, puis tout, puis quand c'est fini, puis merci, bonsoir. Ouais, fait que là, ça a été revu, puis ça a été, quand on dit en général, je pense que les monstres, quand ils ont été modifiés, ils ont été boostés, ils ont été rendus plus difficiles. Donc, le Beholder, c'en est un autre exemple. Sinon, côté Ooze, Philippe, j'ai besoin que tu me parles de une des nouveautés, là, le Blob of Annihilation. C'est le pinacle de la catégorie des Ooze maintenant. Puis, encore là, dans une entrevue, les designers avaient dit... quand ils avaient créé ça, puis qu'ils parlaient du Blob of Annihilation, ils disaient même une Tarrasque qui tombe face à face au blob poserait et mettrait son plan d'action en question. Donc, ça ferait peut-être pas tressaillir, mais ça se ferait se questionner une Tarrasque. Donc, quand même, grosse créature. Je continue tout droit ou je fais juste faire un petit détour? Oui, c'est ça. Finalement. Ben, moi, j'ai toujours aimé quand même les hauts. C'est le fun de les placer un peu partout, puis des manières de les surprendre. C'est un bon vieux cube gélatineux bien placé est toujours si intéressant. J'ai même un chandail que ma conjointe m'a dessiné. C'est c'est un cube gélatineux IT. Oui, c'est ça qui a mangé une chemise. C'est ça. Tu sais, ça permet, entre autres, de toujours mettre un petit peu de piquant puis d'avoir. Ils ont aussi fait revivre le Psychic Grey Ooze des éditions précédentes. C'est une Grey Ooze qui est rendue psionique. Yeah. Déjà qu'un Grey Ooze est une épine dans le pied, mais maintenant que en plus il y a des pouvoirs psioniques. Mais bon, suffit les tergiversations. Parlons du fameux Blob of Annihilation. C'est en gros une agglomération d'énergie anthropique qui s'est accumulée autour des restes d'un dieu mort. Un os, un crâne, un morceau, une main. C'est une entité qui navigue et erre à travers l'espace sauvage et le multivers et qui apporte la destruction avec elle. Car outre le reste d'un dieu mort ou les objets magiques, rien ne dure longtemps à l'intérieur de la créature. De plus, cette menace peut être vaincue pour toujours. Elle ne peut être vaincue pour toujours parce que le plan astral aura toujours une place pour elle. C'en est une de ces créatures-là que tu le vaincs, tu le dis « Oui, j'ai gagné », puis pouf, il fait juste s'en aller. Puis en plus... Non, je ne dirais pas. Oh. Parce qu'il y a une twist aussi quand il y a une twist par rapport à ce qu'elle a avalé, il y a une twist par rapport à quand tu la vaincs. Je veux pas trop de spoilers, parce que si jamais il y a un maître de jeu, surtout que cette créature-là est vraiment c'est gigantesque, c'est énorme, ça peut avaler des villages complets. Puis tout, quand elle dit qu'elle tout se dissolve, là, c'est admettons, ça passe dans une ville, puis elle va tout dissolver en 1 minute, là. C'est genre, ça prend 1 minute. Fait que, tu pourrais arriver dans un endroit où est-ce qu'il y avait autrefois une ville, puis il n'y a plus rien, là. C'est à ras le sol, là. Puis, tu sais, il y a pas de ruines, il n'y a pas rien. Non, il y a juste rien. Il y a juste de la terre morte.
C'est assez impressionnant, surtout le dessin. Puis tout, là, ils ont mis justement celui avec un crâne de Dieu qui est dessus, puis le globe est au-dessus d'une ville, d'un village, Ouais. puis c'est comme gigantesque, puis c'est comme genre, OK, Non, c'est ça, tu fais ouais. comme, tu cours pas assez vite, là. Non, définitivement pas. Euh, Sinon, la catégorie que que je suis incapable de nommer depuis le début de la vidéo, les fielons, les fiends. Donc, on parle de démons, de diables et aussi des non-affiliés, là, comme les succubes, les incubes, les yugoloths. Donc, principalement, les créatures qui viennent des plans inférieurs. Tantôt, j'ai parlé des célestes qui viennent des plans supérieurs. Là, on parle des créatures qui viennent des plans extérieurs qui ont une notion de mal. Donc, grosso modo, ce qui les unit, c'est justement ça, cette notion-là de mal. On se demande pas si les fielons sont gentils ou pas. Ils sont conçus dans un environnement où le but, c'est le mal. Puis dans les plans extérieurs, si tu respectes pas l'alignement du plan, t'es chassé ou t'es modifié de l'intérieur, en fait. Fait que toutes les Ça créatures n'ont t'affecte. pas le T'es choix. affecté, ouais, c'est C'est ça. ça. Les créatures n'ont pas le choix d'être mauvaises profondément. Donc, les deux équipes principales là, des fielons, c'est les diables et les démons, les ennemis éternels. Donc, c'est pas parce qu'ils ont le même alignement qu'ils s'entendent bien entre eux, on s'entend. Les diables veulent tout corrompre. C'est des créatures qui sont loyales, donc qui viennent des 9 enfers, qui sont donc lawful evil. Les démons, eux, sont chaotiques, ils viennent des abysses. Donc, eux, ils veulent juste la destruction. Ils veulent tout détruire, là. Donc, il y en a un qui veut corrompre, qui a une intention. L'autre, c'est juste la destruction. Point. Donc, on voit les aspects aussi dans les dessins, dans le bestiaire. L'aspect organisé des diables versus beaucoup plus primal, beaucoup plus bestial que peuvent avoir les démons. La catégorie a aussi grandi. L'ajout des gnolls, comme j'ai dit dans cette catégorie-là, aussi les sawagins, que je suis pas sûre d'avoir bien prononcé, mais ces espèces d'hommes-poissons qui ne sont pas les Kuo-toa. Donc, c'est la deuxième gang d'hommes-poissons. Donc, ces derniers viennent pas des plans inférieurs, mais ont été créés dans le plan matériel avec l'incarnation du mal. Donc, ce qui explique pourquoi on les a mis maintenant dans les fielons. Donc, les types de créatures, comme j'ai dit, le fielon, aberration, fée, tout ça, j'en ai déjà un peu parlé, là, mais c'est plus que des aspects mécaniques, là, c'est surtout un tag, une étiquette qui donne un sens à qui différencie les créatures dans leurs intentions, dans ce qu'elles sont profondément. Donc, qu'est-ce qui change entre deux poissons humanoïdes, qui sont pas humanoïdes maintenant, là, mais donc entre les Kuo-toa puis les sawagins, ben le tag du type de créature dit immédiatement ou raconte tout sur leur racine en fait profonde, puis ce qui les différencie. Donc le suagin, c'est un diable marin. Il détruit les bateaux, il détruit les villages côtiers, les communautés sous-marines, tout va être détruit. Plaisir la destruction là-dedans. Les Kuo-toa, qui sont les autres types d'hommes-poissons, vivent dans l'Underdark. Eux autres, ils viennent d'une civilisation qui a été détruite, longtemps oubliée. Même les dieux se rappellent plus comment elle a été détruite, cette civilisation-là. Là. Et ils cherchent à se venger d'un événement dont personne se rappelle. Ils vont souvent servir les aboleths puis les kraken parce qu'ils pensent qu'ils sont les avatars de leurs dieux. Et donc, les actions viennent de leur interprétation de ce qu'ils pensent être des messages des dieux. Et donc, toutes ces notions-là, liées aux aboleths, liées aux kraken, en font des aberrations parce que leur conception du monde est liée un peu à ces messages-là cryptiques qu'ils essayent de déceler. Donc, ce qui différencie... Puis en plus, c'est ça, les Kuo-toa, ils peuvent créer leur dieu. Oui. C'est comme, tu sais, quand ils sont tellement hors de notre réalité que s'ils vénèrent quelque chose ou qu'ils font plein quelque chose, ils peuvent altérer la réalité. Fait que, différence entre fielon, la destruction pour la destruction, et aberration, on crée nos propres dieux. C'est deux hommes poissons, mais totalement différents, donc qui se prêtent à des campagnes aussi probablement très différentes. Sinon, si je reviens au fielon, on a maintenant des swarms, donc des swarms de dretch, des vraiment très
créatures de base, là, très bas niveau, qui viennent des abysses. Donc, eux sont des démons. Des swarms de larves, des larvées, dans le fond, qui, eux, sont aussi très bas niveau. Des esprits condamnés, sont dans les plans inférieurs, là, qui se promènent sous forme de larves. Et le dessin est assez dégueulasse, merci, de ceux-là. Ouais. Puis on a aussi les Lemure, qui eux viennent, dans le fond, low class aussi, là, bon niveau, des 9 enfers, donc des diables. Donc on a comme ça des swarms de créatures bas niveau, aussi dégueulasses, là, quand on dit les dessins parlent beaucoup, là, donc ça vous donne pas envie de les croiser, mais qui sont représentatifs comme ça, des différents éléments. Sinon, on a les succubes, les incubes, deux créatures distinctes. Avant, c'était juste comme la même chose, mais la version femelle, la version mâle. Maintenant, c'est deux créatures distinctes et chaque créature peut être femelle et mâle. Donc, il peut y avoir des succubes femmes, succubes hommes, incubes mâles, incubes femmes. La différence vient pas du genre, considérant qu'en plus, les créatures peuvent changer de genre comme ils le souhaitent, là. C'est un peu étrange de les appeler différemment. Mais c'est leur fonction qui va changer. Donc, les succubes tentent de tenter physiquement les aventuriers, tant qu'ils sont éveillés, là, donc une tentation physique, alors que les incubes, eux, envahissent les rêves. Donc, c'est un peu des Freddy Krueger, là. L'un et l'autre peuvent se transformer aussi en l'autre créature. Donc, une incube peut se transformer en succube et vice-versa. Donc, encore là, comme mentionné, sinon, quand je parlais des célestes, les Empyreans se retrouvent aussi dans la catégorie Fielon. Je pense que c'est la seule créature qui a deux types de créatures possibles, dépendamment qui est le dieu qui les a créés. Et il y a un travail aussi, comme plusieurs autres créatures, je vais en parler pour les géants, entre autres, là, pour différencier davantage les fielons entre eux, pas juste dans l'apparence. Comme pour les géants, là, il y a plus de distinction entre les différents types de diables, plus de distinction entre les différents types de démons aussi, pour leur donner un peu plus de personnalité. Et finalement, dernier type de créature, même si on a enlevé beaucoup de créatures de cette catégorie-là, est-ce qu'il reste quand même assez de jus dans la catégorie des humanoïdes? Donc, qu'est-ce qu'on relève de cette catégorie-là, Phil? Qu'est-ce qu'on retrouve maintenant là-dedans? Les anciens humanoïdes monstrueux sont tous sortis de cette catégorie pour avoir été mis ailleurs. Par contre, n'ayez crainte, vos sorts de Charm Person, Old Person vont encore être utiles. La catégorie est rendue vraiment la collection de PNJ qu'on avait avant. Tu sais, tu as dit toutes les espèces de PNJ qu'on avait dans l'ancienne annexe, là, l'appendice B, ou si je me souviens bien, dans le 2014. Maintenant, c'est rendu les humanoïdes. C'est simple. Là, un humanoïde, c'est un PNJ pas mal. Ils ont ajouté beaucoup de variétés au niveau des cultistes, des adeptes du culte aussi. Tu en as mentionné quelques exemples plus tôt. Maintenant, chaque patron possède un cultiste avec des pouvoirs forts différents qui affectent autant sa capacité de combat que son apparence, que son style. Un aberrant cultiste n'a pas la même capacité qu'un fiend cultiste, puis ils n'auront pas les mêmes armes, les mêmes pouvoirs non plus. Un peu comme pour représenter l'autre facette du Warlock, je pense. C'est comme c'est comme s'il avait pris une inspiration du Warlock qu'il l'avait comme mis en coup. Oui. Je parle pas au niveau des pouvoirs d'avoir des griffes de feu, tout ça. Ils ont ajouté aussi plusieurs adversaires de CR plus élevés. Le Bandit Crime Lord, le Guard Captain, le fameux capitaine de la garde qu'on dit. Là, maintenant, il y a une là, stat, il est là. Là, il est là. Le Noble Prodigy, qui est un noble, qui est un prodige, que genre, c'est comme quelqu'un qui a des capacités supérieures, puis tout. Parce que je trouve, pour être bien honnête, les stat blocks du noble, là, c'était vraiment risible. Fait qu'ils ont comme décidé, si tu vas avoir un noble qui est hot, il y a lui qui existe. Il y a aussi le Performer Legend, parce que maintenant, ils ont ajouté la catégorie des Performers pour représenter toutes ces bardes de ce monde et artistes. Il y a le Pirate Admiral, qui est comme l'évolution, l'espèce de pseudo-épex des pirates. Et il y a aussi le Questing Knight, c'est le fameux chevalier. On va voir le stat block du chevalier après dépasser un certain temps. Il était rendu ordinaire, c'était plus comme chevalier terrestre. Là, tandis que lui, c'est un chevalier de quête.
tu sais, qui se promène, le chevalier errant, tout, puis que lui, il a un objectif, tout, puis qui peut être un vecteur très intéressant pour amener de l'histoire ou un moteur d'action dans votre campagne. Sinon aussi, il y a le Scout Captain, parce que le Tough Boss, anciennement les Thugs sont devenus des Tough, parce que c'est la traduction en français, je trouve qu'elle était mieux. Tug, il disait que c'était des fiers à bras, mais tu sais, un fier à bras, c'est pas nécessairement juste un street, c'est pas juste une personne qui va te casser des genoux, là. Ça peut être aussi genre justement quelqu'un qui est tough puis qui va venir essayer de t'intimider. Les Warrior Commander, parce que maintenant, il y a toute une catégorie aussi de Warrior, enfin quelque chose que de plus que des gardes pour représenter des soldats. Parce que souvent, autant dans les aventures ou autres, là, tu cherchais, tu dis, je voudrais un soldat, tu sais, quelqu'un qui est plus. Là, maintenant, tu as de l'infanterie, tu as de la cavalerie, tu as de l'archer, puis tu as le commandant. Fait que c'est comme genre, maintenant, si tu veux représenter quelque chose qui est plus comme armée militaire, ben, tu as quelque chose que pas juste le petit garde de la ville. Fait que ça fait une belle différenciation entre les deux aussi. C'était pas juste des miliciens dans ton armée maintenant. Fait que tu sais, il y a quand même une bonne variété. Ils ont bien boosté aussi les points de vie, les dégâts, les habiletés. Quelque chose que j'ai trouvé quand même particulier, le Bandit Captain, maintenant, n'a plus d'arbalète, c'est un pistolet à la base. Oh! OK. Fait que moi, j'ai comme fait, hein? OK, ben, pourquoi c'est pas? rare comme arme de base. Ouais, c'est ça, tu sais, comme, OK, c'est habituel, c'est supposé être comme un peu optionnel pis tout, mais non, là, ils ont décidé que ton pirate, même pas ton pirate, là, ton capitaine bandit, là, lui, il a un pistolet, il est hot. Mais bon, pour tout ce qui est les armes à feu, ça peut se switcher en arbalète et vice-versa. Ça, dans le bestiaire, dans le manuel des joueurs, il en parle. Fait que, si jamais ça vous titille, vous pouvez le changer. Il est à noter que à la, je dirais, journée -1 de la sortie du bestiaire, là, parce qu'officiellement, il sort aujourd'hui, pour les Patreons qui ont la vidéo le 18 février, mais sinon, le bestiaire est déjà sorti, mais Wizards of the Coast ont déjà sorti un erratum concernant certaines de leurs créatures. Je le copie ici. Même si vous voulez le prendre en note, on s'entend, mettez la vidéo sur pause. Mais sinon, c'est facilement trouvable sur Internet. Si vous cliquez Monster Manual 2024 Erratum. Donc, tous ceux qui ont la version électronique, on pourrait dire, là, par D&D Beyond, toutes les modifications ont déjà été faites. Pour ceux qui ont la version papier, c'est plus fâchant. Donc, il y a déjà des erratums. On peut parler un peu, on pourrait discourir longtemps de la pression des dates de sortie qui laissent pas assez de temps nécessairement aux créateurs pour s'assurer que tout soit nickel. Mais j'irai pas là-dedans. Sachez juste qu'il y a déjà un erratum sur certaines des capacités de certains monstres. Alors voilà, ça fait le tour de nos premières impressions et notre lecture du bestiaire 2024. Assurément, je vais faire des vidéos plus en profondeur sur certains monstres, on a critiqué le fait qu'on parle de moins en moins de l'historique, du lore entourant les monstres. Je vais me faire un plaisir de faire des vidéos sur ces derniers. Si vous avez des commentaires, qu'est-ce que vous pensez du nouveau bestiaire? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a relevé, nous? Est-ce que vous auriez relevé autre chose? Est-ce que dans les choses qu'on a soulevées, vous avez des questions à poser? N'hésitez pas, posez-les, ça va nous faire plaisir de répondre. De la même façon, s'il y a des créatures que vous aimeriez connaître davantage l'historique et vous ne la savez pas, parce que dans les derniers bestiaires, les bestiaires plus récents, ben on l'écrit pas cette historique-là, ben dites-le, ça va me faire plaisir de mettre ça sur ma table de travail. Et si vous aimez la vidéo, si vous voulez voir plus de vidéos de genre, un petit pouce en l'air pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez venir nous encourager sur Patreon si vous avez quelques piécettes d'or de trop dans vos poches. Et sinon, ben, je vous dis avec grand plaisir à la prochaine fois. Bye!